Aujourd'hui, on fait la Révolution française. Tu vas voir que cette révolution-là est quand même différente de la Révolution des 13 colonies. Par contre, elle s'inspire grandement des idées du siècle des Lumières. Avant le 18e siècle, la société en France, on appelle ça l'Ancien Régime. Et dans l'Ancien Régime, la hiérarchie sociale est divisée en 3 groupes, qu'on appelle les 3 ordres. Donc, dans la hiérarchie sociale, dans la pyramide, on retrouve au sommet le roi. Le roi dirige dans un système politique qui s'appelle la monarchie absolue de droit divin. Donc, tous ses pouvoirs lui sont donnés par Dieu et on se souvient que le mot absolu, ça veut dire qu'il a tous les droits. Alors, il a le droit ou le privilège d'imposer des taxes et des impôts, de faire payer la population pour qu'il puisse vivre avec cet argent-là. Et il s'en sert pour ses dépenses à lui. Okay? Par exemple, il va faire des grandes réceptions au château de Versailles. Donc, le roi ne reprend pas l'argent pour la distribuer. Il s'en sert pour lui, il a tous les pouvoirs et il en abuse parfois en emprisonnant des gens sans nécessairement justifier pourquoi. Donc, il a vraiment tous les pouvoirs, il est au sommet de la pyramide. On retrouve en dessous un autre ordre qui est partagé en 2 groupes dans la société, le clergé et la noblesse. Le clergé représente environ 1% de la population, la noblesse environ 2%. Ce sont des gens qui ont beaucoup de privilèges, qui vont vivre de l'argent reçu par les taxes et impôts payés par le reste de la population. Et ces gens-là sont proches du roi. Okay? Ils sont parfois au niveau de l'administration et c'est des gens qui vont être invités à venir dans les réceptions, par exemple, à Versailles. Donc, c'est des gens privilégiés. Et le 3e ordre, celui qui est au bas de la pyramide, on l'appelle le tiers-État. Le tiers dans le sens de fraction. On a divisé la pyramide en 3, donc roi, noblesse et clergé, et ensuite tiers-État. Le tiers-État représente près de 98% de la population. Fait qu'on dit le tiers, là, mais c'est vraiment plus que ça. C'est dans le tiers-État qu'on retrouve des bourgeois, donc des petits commerçants, mais aussi toute la population agricole qui doivent payer des taxes et des impôts pour faire vivre les 2 autres ordres. Donc, on voit qu'il y a peut-être des injustices dans le système de l'Ancien Régime français. On comprend facilement pourquoi le tiers-État n'est pas content de cette structure-là et qu'ils vont commencer à le manifester. Ils trouvent que ce n'est pas juste de payer autant et de n'avoir aucun privilège et de ne pas être représenté auprès du roi. Donc, on commence à critiquer et c'est surtout les bourgeois, les gens un peu plus instruits, ceux qui sont des marchands, des commerçants, qui ont eu une certaine scolarité, qui vont s'inspirer des idées du siècle des Lumières pour vouloir demander la reconnaissance des droits fondamentaux. Notamment, avoir plus de pouvoir au niveau politique et pouvoir influencer sans avoir seulement à payer de l'argent et ne rien dire. Et c'est pour ça qu'on va commencer à dire, ça serait peut-être bien qu'en France, on ait le même système que dans la Grande-Bretagne. Donc, une monarchie parlementaire. On pourrait avoir un roi qui va gouverner avec un parlement, donc partager son pouvoir. Et c'est ça qui va mener un peu vers la Révolution. Les gens qui commencent à être un petit peu fâchés de la structure qui est très rigide et qui en impose beaucoup au tiers-État. L'image qu'on voit, c'est une caricature faite à l'époque. Ça représente, dans le fond, tout le poids qui est sur les épaules du peuple. Donc, la personne en dessous, avec une canne, en fait, c'est le tiers-État. Ça représente une personne qui travaille d'agriculture. On voit que dans sa main, c'est un objet agricole qui lui sert de canne parce que la majorité du tiers-État étaient des agriculteurs. Sur son dos, on voit un représentant du clergé grâce à la croix et un représentant de la noblesse qui, eux, vivent très bien et n'ont rien comme charge sur leurs épaules. Cette caricature-là, on la retrouve souvent dans les documents lorsqu'on parle de Révolution française. Maintenant qu'on comprend mieux au niveau de la société comment ça fonctionnait, on va aller voir le contexte en France à ce moment-là. Donc, on est à peu près dans les mêmes années qu'on avait vu dans la Révolution américaine. On est après la guerre de la conquête, qui, je te rappelle, avait opposé la France et la Grande-Bretagne. En Europe, cette guerre-là s'était appelée la guerre de 7 ans et elle prend fin en 1763. Bien, une guerre, on l'a déjà dit, ça coûte cher. Donc, le roi de France est endetté et il va décider d'augmenter les taxes et les impôts auprès de la population pour rembourser la guerre. Je te rappelle que la population est déjà surtaxée avec plusieurs impôts et déjà quand même très appauvrie. Le roi, avec cet argent-là, il ne va pas en profiter pour seulement rembourser la guerre. Il va continuer à bien vivre, à faire des grandes réceptions, à accueillir plein de gens à Versailles et il ne va pas nécessairement
bien utiliser l'argent, ce qui va un peu plus fâcher la population, et graduellement, la France va se ramasser dans une crise financière. Une crise financière, ça veut dire une crise économique. On a de plus en plus de difficultés à vivre, on est de plus en plus endettés, et là, les gens n'arrivent plus à payer. Jumelé à ça, on va avoir une crise agricole. Dans une crise agricole, c'est que ça va pas très bien, surtout quand une majorité de ta population vit de l'agriculture. Donc, environ 20 ans après la guerre de la conquête, après que le roi ait augmenté les impôts, ait mis des nouvelles taxes et ait continué à dépenser au profit du tiers-État, ce tiers-État-là se retrouve dans une situation où on a de la sécheresse, des temps froids, on a aussi de la grêle. C'est vraiment une saison agricole qui ne va pas bien, on va avoir des mauvaises récoltes et là, la population est au bord de la famine. Une famine, ça veut dire que tu risques de manquer de nourriture. Donc, le tiers-État, de plus en plus pauvre, pas capable de payer, voit un roi qui dépense puis qui, lui, il n'y a pas de problème à se nourrir et ils doivent continuer à payer. Donc, on comprend que c'est quand même très frustrant et que la population va être encore plus fâchée contre le système monarchique. Il faut comprendre qu'il y a de grandes conséquences à la crise agricole et économique. La crise agricole va faire qu'on a de moins en moins de farine. Donc, on est moins capable de faire du pain pour nourrir toute la population. Et il faut savoir que le pain, à l'époque, est la base de l'alimentation en France. Le prix du pain, à cause de la rareté de la farine, va augmenter de 75 %. Et ça, ça va appauvrir encore plus la population du tiers-État qui était surchargée de taxes et d'impôts. Donc, la crise agricole va venir amplifier la crise économique. D'ailleurs, à cause de cette crise-là, Marie-Antoinette, la femme du roi Louis XVI, se fera pas aimer. Lors d'un discours, elle va dire, concernant la population qui meurt de faim et qui est au bord de la famine, que s'ils ne sont pas capables de manger du pain, ils n'ont qu'à manger de la brioche. C'est montrer à quel point la royauté, donc la monarchie, était un peu déconnectée de ce qui se passait au niveau de sa population. C'est dans ce contexte-là que la Révolution française va débuter. Donc, on est dans une crise économique, une crise agricole. La population est de plus en plus fâchée parce que le tiers-État va accuser le clergé, la noblesse et le roi de vivre à leurs dépens et de les garder dans une pauvreté. Le roi décide donc de convoquer ce qu'on appelle des États généraux. Ça, c'est qu'il va rassembler des représentants des trois ordres pour écouter ce qu'ils auraient à dire pour essayer de trouver des solutions. Ce qui est quand même pas pire pour une monarchie, un roi qui nous semble ouvert. Dans les États généraux, chacun des groupes est représenté avec des gens pour voter. Le tiers-État a 50 % des représentants. Pourtant, je te rappelle qu'eux représentent environ 98 % de la population. Alors, c'est sûr que le tiers-État trouve qu'il est sous-représenté. Le clergé et la noblesse, eux, se partagent le reste des votes. Donc, 24 % pour le clergé, 26 % pour la noblesse. Déjà là, on voit qu'il y a une iniquité. Avant d'en arriver aux États généraux, le roi va demander à la population d'écrire des cahiers de doléances. Donc, d'écrire dans des cahiers les demandes qu'ils auraient. Qu'est-ce qu'ils veulent changer dans la société? Alors, au début de 1789, le roi demande des cahiers de doléances et c'est plus de 60 000 cahiers qu'il va recevoir. En mai 1789, c'est l'ouverture des États généraux et là, on commence à discuter. C'est sûr que le tiers-État amène des idées en lien avec le fait de payer moins d'impôts ou, à tout le moins, d'en faire payer au clergé et à la noblesse qui, eux, n'en payaient presque pas et vivaient pourtant de ces impôts et taxes payés par le reste de la population. Assurément, le clergé et la noblesse ne vont pas accepter de payer plus de taxes. Ce refus-là, ça va un peu mettre fin aux États généraux parce que le tiers-État va dire « ça ne fonctionne pas ». La bourgeoisie, donc ceux qui sont dans le tiers-État, mais je te rappelle avec un peu plus d'éducation et des connaissances, vont se rencontrer et le 20 juin, toujours 1789, vont faire ce qu'on appelle l'Assemblée nationale. Donc, ils vont se créer une assemblée avec des représentants et ils vont écrire une constitution. Dans cette constitution-là, ils vont dire « voici les droits auxquels on s'attendrait, comment on voudrait que ça fonctionne le pays ». Ils vont jurer de rester unis ensemble en assemblée jusqu'à la reconnaissance et le respect de leurs droits fondamentaux. Cette assemblée nationale-là où on jure de rester unis s'appelle le serment du jeu de paume, parce que l'assemblée avait lieu dans une salle où on jouait à ce jeu-là qui était très populaire à l'époque en France. Après ce serment, il y a de plus en plus de manifestations et là, on commence à avoir des mouvements de violence dans la société.
Par exemple, le 14 juillet, il va y avoir la prise de la Bastille. La Bastille, c'était une prison. Il n'y a pas tant de prisonniers à cette prison-là. C'est pas la plus populeuse, si tu veux, en milieu carcéral. Par contre, c'est un endroit où le roi emprisonnait des fois des gens sans nécessairement dire pourquoi, juste parce que ça lui tentait. Hein? Quand on parlait d'abus de pouvoir, c'est un exemple. Alors, la prise de la Bastille se fait dans la violence et les manifestants qui vont faire cette prise de la Bastille-là, donc les révolutionnaires, on va les appeler les sans-culottes. Ça peut paraître étrange, mais c'est parce qu'à l'époque, les gens qui étaient quand même haut placés dans la société s'habillaient, tu sais, un peu comme l'image du roi là, qu'on voit là, avec un espèce de petit pantalon bouffant, décollant. Et les manifestants ne vont pas utiliser ce linge-là, donc on les appelle les sans-culottes. Okay? Donc, il faut bien comprendre là, la signification de ça. L'Assemblée nationale, après la prise de la Bastille, va décider ensemble de prendre une espèce de vote, une résolution, pour mettre fin aux privilèges de la noblesse et du clergé, et éventuellement aussi du roi. Ils vont faire une rédaction d'un texte super important, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est ça qui va mettre fin à l'Ancien Régime, parce que ça va un peu dissoudre les trois ordres et ils vont arrêter à ce moment-là le tiers-État de dire « on paye pour tout le monde ». Tout le restant de l'été 1789, c'est des émeutes, c'est de la violence, c'est vraiment pas un climat agréable en France, on est dans la Révolution. À la fin de l'été 1789, en septembre, Louis XVI dit « OK, je comprends, là, je pense qu'il faudrait peut-être mettre une monarchie constitutionnelle parce que ça n'a pas de bon sens toutes ces violences-là vécues dans le pays. » Une monarchie constitutionnelle, c'est un peu comme une monarchie parlementaire. Donc, le roi va diriger avec des gens élus. Ces gens élus-là représentent le peuple et s'assurent de rédiger des lois dans le respect de la Constitution. On essaie ça, mais dans la première année, Louis XVI va souvent s'opposer au vote ou aux lois établies par les représentants élus. Donc, les membres de l'Assemblée nationale vont dire ben le roi, là, il va contre la Constitution, il ne respecte pas les principes de la monarchie constitutionnelle. L'Assemblée nationale va alors décider d'abolir la monarchie et de mettre en place une république, donc des représentants élus qui se choisissent un président. Puisqu'on abolit la monarchie, ben, en 1793, on va condamner Louis XVI à mort et il sera guillotiné. Il se fait couper la tête. Par la suite, on embarque dans une période qu'on appelle la période de terreur. Donc, 1793-1794, on va arrêter et condamner à mort tous ceux qui sont des partisans de la monarchie, tous ceux qui voudraient qu'on revienne avec un roi et qu'on replace l'Ancien Régime. Alors, c'est sûr que c'est pas un courant agréable, les gens ont très peur, et d'ailleurs, c'est de là que vient le mot terrorisme. Okay? Donc, les partisans de la terreur, ça s'appelait comme ça, le mot était utilisé pour la première fois en 1794. Les dernières années de la Révolution française sont pas très agréables. La population vit vraiment dans un climat d'instabilité. Il y a plein de gouvernements qui se succèdent. On n'arrive pas à avoir une stabilité au niveau des dirigeants. En plus, la France est en guerre parfois avec d'autres empires autour qui lui déclarent la guerre. Et pour finir, il va même y avoir une guerre civile, c'est-à-dire qu'entre Français, il va y avoir des guerres entre ceux qui veulent une république et ceux qui sont des défenseurs de la monarchie. Ça va pas très bien. C'est avec Napoléon Bonaparte que les choses vont changer. Napoléon Bonaparte était un homme militaire français qui s'est illustré par plusieurs campagnes militaires où il a eu de très grandes victoires. En 1799, par contre, il va organiser un coup d'État et renverser la République. Donc, il va venir prendre le pouvoir de force et il va mettre en place un régime politique où il a l'essentiel du pouvoir. Il va un peu enlever le pouvoir à tous ses opposants. Il va même finir par se proclamer empereur sous le nom de Napoléon Ier en 1804. Là, on s'entend qu'un empereur, ça a tous les pouvoirs. On est loin des principes de démocratie qui avaient été défendus lors de la Révolution française. Napoléon Bonaparte est connu dans le monde entier de nos jours. Il a fait des choses positives pour la France. Il a transformé le pays en un pays moderne. Il a bien entendu pris le pouvoir par la force, mais il a créé des lycées, des universités. Il a organisé le ramassage des déchets. Il a créé un code civil pour établir des règles de vie qui s'appliquent à tous les Français. Il a fait du Louvre un musée. Il a fait construire l'Arc de Triomphe. Pour la France, ça a quand même été des bénéfices. Par contre, on peut reprocher les centaines de milliers de morts que les guerres napoléoniennes ont fait.
Donc, en tant qu'empereur, comme militaire, Napoléon Bonaparte a amené des jours sombres un peu pour la France. Donc, les conséquences de la Révolution française sont pas aussi éclatantes que les conséquences de la Révolution américaine, où là, eux avaient réussi à se débarrasser du roi et à créer un pays. En France, les choses vont moins bien. La Révolution ne va pas régler tous les problèmes. On ne va pas réussir à mettre une république stable et à donner du pouvoir et de la reconnaissance des droits fondamentaux au niveau politique pour la population. Donc, les problèmes ne sont pas tous réglés. Il va falloir attendre le 19e siècle avant que la France puisse vivre dans un système de paix et une république stable qui fonctionne. Par contre, la Révolution française a eu du bien ou des bénéfices pour une chose, la reconnaissance des droits fondamentaux. Avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la France réussit à mettre les bases solides pour construire pour la reconnaissance des droits et des libertés des citoyens à long terme. Mais c'est quand même un gain et ça va amener un changement durable, surtout avec l'abolition de l'Ancien Régime et des Trois Ordres qui était vraiment un système très, très, très injuste.